Et je vais maintenant ouvrir. Alors Bruno, si tu as des commentaires à faire, peut-être on le fera dans le débat. Comme il nous reste une demi-heure, je voudrais donc ouvrir le débat en commençant, comme dit Louis, toujours par les étudiants. Donc je regarde Monsieur Cameron, c'est ça? Et les autres étudiants, oui. Alors je vois vous, monsieur. Ensuite, j'ai noté. Monsieur, il doit y avoir un... Pas cette fois. Bonjour. Merci pour vos exposés. J'avais une question qui concernait la cyberdéfense. Dans quelle mesure, selon vous, la nouvelle menace cyber a bouleversé les politiques de défense antimissile stratégiques ou tactiques? On va prendre une deuxième question. Monsieur, faites passer à votre derrière là, un autre étudiant, j'imagine, vu votre âge. 1, 2, 2, parfait. Ah oui, c'est parce que j'ai perdu ma barbe que je fais beaucoup plus jeune. Non, je me permets en fait de vous poser une question par rapport à vos exposés qui effectivement étaient bien complémentaires et très intéressants, comme promis la semaine dernière. Cet équilibre balistique qui habite en fait les politiques de défense stratégique et tactique ne jouerait-elle pas contre ces mêmes politiques? Alors, je m'explique. Le fait d'avoir la capacité que deux États aient la capacité de s'infliger des gros dégâts. Les deux ne vont pas prendre l'initiative d'attaquer par peur de recevoir également des contre-mesures. Et à partir de là, est-il possible, alors qu'on disait que la défense nucléaire mettait fin aux guerres conventionnelles et aux conflits interétatiques, mais par cette même technologie, n'est-il pas possible d'une nouvelle capacité à ces guerres conventionnelles, puisque un État agressé par des troupes conventionnelles ne va pas oser utiliser son arsenal nucléaire, étant donné que l'autre État le possède également. Voilà. On va commencer par ces deux questions et ensuite on en prendra deux autres et ainsi de suite. Alors Bruno et ensuite Yultini, si vous voulez. Je prends la deuxième en premier. Votre présupposé, c'est finalement, il consiste finalement, et je ne dis pas qu'il est mauvais, il consiste finalement à dire qu'il y a encore plus simple que MAD, que la destruction mutuelle assurée, que la dissuasion, ça fonctionne dès lors que les deux pays sont nucléaires. C'est pas un présupposé, c'est un présupposé qui, à mon avis, a plus de chances d'être exact dans la réalité que les calculs très savants qui faisaient à beaucoup de gens pendant la guerre froide dire que, oh là là, il y a de dissuasion que seulement quand il y a X sous-marins, etc. Moi, plus ça va et plus je pense que la dissuasion, ça repose sur des choses en fait très simples. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous êtes président de la République, ce n'est pas nécessaire pour vous d'avoir la certitude qu'il y a toujours un sous-marin en mer, etc. Mais que le fond du débat, le fond du sujet sur la dissuasion, c'est beaucoup plus ce qui se passe dans la tête de deux dirigeants. Ça peut être très instinctif, plutôt que des calculs très, très savants sur ce qu'on a appelé la destruction mutuelle assurée pendant la guerre froide. Bien. Donc si vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure, vous avez compris que vous reprenez, en fait, le débat que j'ai appelé Herman Kahn contre Tom Schelling. Bon. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, c'est que, globalement, on peut démontrer, en tout cas, je fais partie de ceux qui ont essayé de démontrer que le risque de conflit majeur entre pays dotés de l'arme nucléaire a plutôt décliné que cru, même si d'autres formes de guerre existent, et que la défense antimissile n'y change pas grand-chose dans un sens ou dans un autre. Je pense que c'est les raisonnements du type que ce que vous venez de tenir, de même que les raisonnements, pardonnez-moi, mais plus élaborés de ceux des stratèges américains de la guerre froide, finalement, ils sont largement invalidés par ce que j'appelle le monde réel. Voilà. Donc la réponse courte à votre question, c'est
c'est intuitif ce que vous dites, mais dans le monde réel, qui est un monde de dissuasion et de défense antimissile depuis déjà très longtemps, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. On aurait eu une discussion plus intéressante au début des années 40, parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qui passerait, mais là, on a quand même 70 ans d'expérience sur le sujet. Donc voilà, sur le cyber, alors, je ne suis pas totalement persuadé d'avoir bien compris, parce qu'il y a 2 sous-questions possibles dans votre intervention sur le cyber. Il y a la question, est-ce qu'il y a un déplacement de la compétition stratégique vers le cyber, ou est-ce que la menace cyber peut poser problème à l'efficacité des défenses antimissiles? C'était la deuxième? C'était la deuxième, merci. Et écoutez, je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que naturellement, tout système de combat aujourd'hui doit être protégé contre les intrusions, les menaces, et que les concepteurs, mais ça Luc le dira beaucoup mieux que moi, les concepteurs prennent cette menace en compte comme pour tous les systèmes informatiques. Est-ce qu'il y a une menace cyber particulière contre l'antimissile? Particulière, non, mais elle est prise en compte effectivement dans la conception des systèmes. Et il y a effectivement des dispositifs de sécurité des systèmes d'information qui sont mis en place pour parer de telles attaques. Elles ne sont pas ignorées. Juste un mot pour les étudiants. On est quand même ici au cœur, dans ce débat sur la dissuasion, l'antimissile, au cœur de la chaire. C'est une chaire sur les grands enjeux stratégiques et l'avenir de la dissuasion nucléaire, l'avenir des défenses antimissiles, c'est quand même au cœur de vos réflexions. Donc, monsieur en bas. Je note d'ailleurs que c'est quand même un sujet beaucoup moins passionnel en France aujourd'hui que ça l'a été il y a 15 ans et il y a 30 ans. Monsieur. Oui, merci. Quand on parle de stabilité stratégique, on confond un petit peu la notion d'équilibre et la notion de stabilité. Et donc, il faut quand même introduire le fait qu'il peut y avoir stabilité ou instabilité avec des équilibres et avec équilibre. Donc, l'équilibre des menaces, l'équilibre des dommages, l'équilibre de la dissuasion, ça peut être instable avec l'équilibre de la terreur, la connue, alors qu'avec le bouclier, d'une certaine façon, l'équilibre est beaucoup plus stable. Ce qui fait qu'on peut quand même, si on y arrive, se sentir beaucoup mieux protégé, et surtout les populations. Quand on repense à ce que disait Giscard, moi je n'aurais jamais appuyé sur le bouton, eh bien effectivement, les populations n'étaient pas protégées par le fait qu'il y avait la deuxième frappe. Donc je pense qu'effectivement, dans la protection des populations, on peut se sentir quand même beaucoup mieux protégé par des efforts sur le bouclier que par des efforts sur des instruments d'attaque qui peuvent créer des équilibres instables. Et alors ce que je voulais simplement dire, c'est comme dans la vie courante, c'est comme si on ne fermait pas sa maison en disant je laisse tout ouvert, mais si vous entrez, il y a un panneau qui dit vous serez complètement démoli et anéanti en retour. Et sur les populations, j'ai une question pour M. Digny qui disait que dans le traité ABM, j'ai l'impression que les États-Unis avaient choisi 2 sites qui n'étaient pas du tout les sites de protection des populations, mais les sites de protection des silos et des armes, justement. Alors, on va prendre 2, comme j'ai dit. Donc, monsieur là-haut a levé le doigt depuis longtemps. Voilà, merci. Et je vous ai vu. Je pense qu'on aurait dû citer l'ouvrage tout récent de Guillaume Serina, Reykjavik 1986, où c'était un sommet Gorbatchev-Reagan, où Reagan venait en proposant Gorbatchev venait face à Reagan, proposant de jouer non pas un poker bancaire, mais d'aller vers l'option zéro nucléaire. C'est-à-dire, sur 10 ans, on fait 50% de réduction sur 5 ans et 50% 5 ans après. Les Américains étaient presque d'accord, à la seule condition de garder la guerre des étoiles, et les Russes ont fait un accord de compromis, OK pour la guerre des étoiles, mais en laboratoire. Il n'empêche que ce sommet n'a pas été assez valorisé à sa juste mesure. Je vous cite l'ouvrage donc Guillaume Serina, édition L'Archipel, parce qu'en effet, derrière ce grand sommet, il y a eu une désescalade. 60 000 armes nucléaires, nous en sommes à option 1500. Ce n'est pas encore suffisant. Ma question, c'est d'aujourd'hui, nous sommes sur une poudrière. Nous allons changer de paradigme depuis 2001. Le missile, c'est quoi? Un avion civil transportant une arme nucléaire par la valise diplomatique. Un conteneur qui circule à travers tous les ports, idem. Donc nous ne sommes pas sur une vision d'armes
anti-armes, nous sommes sur une poudrière. Et nous avons même des éléments qui font que sur 70 ans, vous avez cité, il y a eu au moins 50 quasi-incidents qui pouvaient se transformer en déclenchement accidentel, technologique et humain. Donc ma question, c'est est-ce que nous, ici, puisque vous avez cité la question des budgets, nous sommes pour rééquilibrer la défense, non pas dans un sens encore plus de défense, mais dans un sens de prévention des conflits, des résolutions non violentes des conflits, c'est-à-dire ce que l'OSCE a été une première étape, 1% du budget de l'OTAN. Est-ce qu'on est en capacité, nous, en France et en Europe, puisqu'on va avoir des élections prochainement, de lancer un vrai débat pour dire jusqu'à quand cette course au précipice va nous entraîner dans un gouffre et on n'aura plus que des larmes pour pleurer, pour dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour éviter ce cataclysme. Merci, monsieur. Donc, 2 questions. Bruno. En fait, il y en a plus que 2. J'aime pas être assis tout le temps, donc je me lève, mais c'est pas pour donner de la sonalité à mon propos. Vous avez parfaitement raison. J'ai largement considéré comme équivalent la notion d'équilibre et la notion de stabilité dans mon discours. Vous avez évidemment raison que ce sont 2 notions qui sont à la fois philosophiquement, physiquement et opérationnellement différentes. Ce que j'ai appelé stabilité stratégique dans mon exposé, c'est la minimisation en temps de paix des dynamiques d'action-réaction qu'on appelle vulgairement course aux armements et la minimisation en temps de crise du risque d'attaque stratégique par l'un ou par l'autre. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir d'avoir mis le doigt sur cette confusion sémantique qui n'est pas anodine, mais à mon avis qui n'était pas centrale dans mon propos. Alors, vous avez, dans votre 2e point, vous avez abordé une notion importante, qui est la 3e dimension politique de la défense antimissile. J'ai parlé des adversaires, des alliés, il y a aussi les populations. Et c'est extrêmement important dans certains débats, notamment dans les pays démocratiques, et notamment aux États-Unis, puisque la question de savoir si la population doit être protégée ou pas a toujours été centrale, mais ça joue aussi d'une autre manière. On veut bien être protégé, mais c'est not in my backyard, c'est-à-dire on ne veut pas les intercepteurs à côté de chez soi. Hein. Et aujourd'hui, la Russie joue très bien de cela lorsqu'elle dit au Danemark, par exemple, si vous achetez de l'antimissile, le Danemark devient une cible. Si le radar de tel ou tel endroit d'un pays de l'OTAN est utilisé pour la défense antimissile, considérez désormais que vous êtes une cible. Hein. Mais c'est d'autant plus intéressant que la population américaine, ça a été démontré par des batteries de sondages depuis 50 ans, a toujours été persuadée qu'elle était protégée par la défense antimissile. Et quand on lui dit « Est-ce que vous êtes pour la défense antimissile ?» Mais on n'en a pas déjà une. Vous voyez, il disait déjà cela à la fin des années 90, alors qu'il n'y avait pas encore d'intercepteur stratégique. Donc vous avez raison, ça renforce mon point sur l'importance de la dimension politique de ce sujet, qui ne joue quand même pas tout à fait de la même manière dans une démocratie et dans un pays autoritaire. La Chine, par exemple, est largement soupçonnée de se lancer dans la défense antimissile, à son rythme, patiemment mais sûrement. Je ne suis pas sûr que la population chinoise se sente directement concernée ou ait été consultée, ne serait-ce que par des sondages. Alors Reykjavik, c'est quand même, on n'a pas attendu des bouquins récents pour que ce soit un événement central dans l'histoire de la guerre froide. Reykjavik, c'est à mon avis un événement d'une symbolique immense, d'une dramaturgie formidable, parce que ça se termine quand même, il faut voir comment ça se termine. Hein. Ils mettent une planche de bois sur la baignoire pour pouvoir tracer les contours d'un éventuel accord. Ça se termine comme ça, Reykjavik, c'est extraordinaire. Hein, parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, parce que dans la salle de bain, ça va être bureau. Parce que elle est toute petite, la maison. Il faut y aller, hein, c'est Reykjavik, c'est Reykjavik. Comme son nom l'indique, c'est une toute petite maison, hein, c'est une maison en rondin. Bon, j'exagère à peine. Bon, c'est pas non plus une cahute, la cahute de la taïga du trappeur dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est un grand malentendu. Rétrospectivement, on fait de Reykjavik un événement qui aurait pu changer la face du monde. Je pense que jamais le compromis de Reykjavik n'était possible. Qu'il y a un moment où, parce qu'on est isolé, en petite délégation, qu'on refait le monde, qu'on est fatigué, on dit allez, si on faisait ça, allez, on le fait. Et George Shultz dit yeah, let's do it. C'est cette ambiance-là, Reykjavik. C'est très particulier. Je ne pense pas du tout
qu'il y ait eu vraiment qu'on soit passé à côté de quelque chose, et que si seulement Ronald Reagan avait refusé que la défense antimissile soit maintenue à l'état que vous appelez de laboratoire, enfin de la recherche et développement, alors il n'y aurait plus d'armes nucléaires. Non, je pense que c'est un moment très particulier entre deux chefs d'État qui commencent à se connaître, qui se font confiance, pas encore totalement, mais ils se font confiance, et ils sont prêts à tout. Et le vrai résultat de Reykjavik, c'est en fait le traité de Washington, un an plus tard, c'est-à-dire le traité qui, pour la première fois, est un traité de désarmement nucléaire et non pas de maîtrise des armements, n'est pas des armements nucléaires. Et puis je crois qu'il ne faut pas confondre les causes et les effets. C'est un traité, c'est un moment important dans cette relation de confiance fondamentale qui se joue entre deux hommes, entre Ronald Reagan et Gorbatchev. Après, vous avez introduit d'autres questions qui vont un petit peu au-delà de notre sujet d'aujourd'hui. Je rappellerai simplement que si autant d'États continuent à investir sur le missile balistique comme moyen privilégié de délivrer une arme rapidement et de manière sûre sur le territoire adverse, ce n'est pas totalement par hasard. Ils ont recours aux missiles balistiques plus qu'aux containers, aux fameux containers du roman de science-fiction, parce que c'est plus sûr, plus rapide, pour tout un tas de raisons. On ne peut pas dire que la nouvelle menace, c'est plus le missile, c'est le container. Ça, c'est à mon avis aller un petit peu plus vite. Et enfin, je n'irai pas je ne rentrerai pas dans votre débat qui est tout à fait légitime sur prévention versus dissuasion. C'est un débat parfaitement légitime qui, à mon avis, va un petit peu au-delà de notre sujet d'aujourd'hui. Mais simplement pour aiguiser la curiosité de l'auditeur, je dirais que j'ai fait une publication l'an dernier sur les crises et incidents de la guerre froide pour voir si vraiment on était passé à côté de l'apocalypse ou de la guerre nucléaire aussi souvent. Et j'ai un diagnostic beaucoup plus mesuré que celui que vous avez rapporté, qui n'est pas seulement le vôtre d'ailleurs, mais qui est celui d'autres analystes. Mais je conteste un peu cette idée. Je ne dis pas que la dissuasion est toujours efficace, sûrement pas, elle peut échouer. Je ne dis pas qu'on n'est jamais passé au bord d'un conflit, sûrement pas, ça a pu se passer. Mais l'idée de dire qu'on est en permanence à un cheveu, à quelques instants, à quelques secondes de l'apocalypse, c'est à mon avis un petit peu excessif, même si je ne méconnais pas les dangers inhérents à la dissuasion. Pardon. Vous voulez ajouter quelque chose sur la... Oui, je veux bien. Premièrement, pour répondre à monsieur sur la remarque là, concernant la défense du territoire américain et des sites de lancement de missiles, vous avez raison, il y a toujours de façon sous-jacente la protection des sites, mais comme Bruno Tertré l'a rappelé, aux États-Unis, la défense des populations est un point extrêmement important. Expliquer aux populations qu'il n'est pas question de les défendre, c'est sans doute pas défendable politiquement. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, on commence à disséminer les sites stratégiques, et donc à nouveau, le facteur, je dirais, de surface à défendre, il intervient tout autant que pour protéger les villes et les populations. Donc tout ça amène à une certaine démesure en ce qui concerne le déploiement d'intercepteurs à charge nucléaire, d'autant plus d'ailleurs qu'après, le traité ABM limite non seulement le nombre de missiles, mais également le nombre de sites. Voilà. Deuxième point, alors l'aspect historique concernant les rencontres de Reykjavik, moi j'étais beaucoup plus jeune à l'époque et je me souviens très bien des questions qui se posaient, à savoir, est-ce que les promesses de M. Gorbatchev, c'est du lard ou du cochon, faut-il y croire? Mais vous avez parlé du traité de Washington, et d'ailleurs, je dirais le fameux traité INF par la suite, éliminant un certain nombre d'armements nucléaires de théâtre en Europe. Traité d'ailleurs qui semble être, je dirais, remis en cause aujourd'hui par un certain nombre d'actions de nouveaux développements de missiles à charge nucléaire. Pour reparler des Russes, ils insistent beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer en certaines circonstances, ils insistent beaucoup aussi sur l'aspect dénucléarisation, non seulement des antimissiles, mais l'utilisation des frappes de précision, y compris contre les défenses antimissiles. Missiles balistiques manœuvrants à charge conventionnelle. On n'utilise pas de nucléaire pour détruire des défenses, on utilise potentiellement des armes à micro-ondes ou des frappes directes par des missiles balistiques à guidage terminal. Donc ça fait partie aussi de l'évolution de l'environnement. Il n'y a pas que le nucléaire qui continue de progresser, en quelque sorte. Voilà. Alors, monsieur là-haut, et ensuite lui, pardon, le micro était déjà monté, mais après, il va redescendre pour vous. Bonjour, messieurs. Je vous remercie pour votre intervention. J'aimerais en savoir plus comment les systèmes antimissiles
et de l'autre côté les missiles peuvent changer la notion du faible au fort, parce que je crois qu'on n'en a pas trop parlé. On a souvent parlé de deux puissances qui se mesurent du regard, mais aussi Scarman Khan avait commencé, et Feu, le général Poirier avait un peu développé, et avait assez développé la question du faible au fort, comment David peut tenir tête contre Goliath, sauf que Goliath cette fois est un géant nucléaire, alors que David, au minimum, il a une batterie antimissile, contre l'autre on en a 10 et au minimum. Donc j'aimerais savoir comment un État, certes armé, mais pas autant qu'un État pourrait, comme la Russie pourrait l'être, pourrait tenir tête avec le développement des, continu des batteries antimissiles et au contraire des missiles. On doit redescendre à monsieur, là. Levez la main quand vous voit, voilà. S'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie pour vos deux interventions qui étaient très brillantes. J'ai une question qui peut paraître légèrement triviale, mais si on considère que la défense ABM se complète à la dissuasion, pourquoi ne pourrait-on pas l'intégrer en fait, à la dissuasion nucléaire de manière générale, au même titre que les satellites qui ciblent, qui détectent les cibles, ou même des réseaux de communication résilients? Merci. Okay, je peux recommencer alors. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas considérer que la défense ABM ne fait pas partie en fait de la dissuasion nucléaire de manière générale, plutôt que la séparer de façon généralement dans les recherches sciences humaines ou dans les articles de la dissuasion. Voilà. Alors moi, si je peux ajouter une question, en abusant de ma position, c'est une question non pas sur la compatibilité entre dissuasion et antimissile, mais c'est la compatibilité entre prolifération nucléaire et antimissile. Parce que, en fait, si on arrivait à casser la prolifération nucléaire, comme c'est la politique que je comprends des États-Unis, s'il n'y avait plus et de la France. S'il n'y avait plus d'États proliférants, et il n'y en a plus que 2 maintenant, alors qu'il y en avait des dizaines dans les années 80, il n'y en a plus que 2, qui sont l'Iran et la Corée du Nord, et encore l'Iran est sous contrôle. Mais si on n'avait plus de prolifération nucléaire, est-ce qu'on aurait besoin encore de systèmes antimissiles, puisque les Américains n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas contre les Russes ni contre les Chinois, que c'est uniquement contre les Coréens et les Iraniens. Donc si ces deux-là ne prolifèrent plus, il n'y a plus besoin d'avoir des défenses antimissiles. Excellent sujet. Je vais d'abord répondre aux deux questions, répondre à la tienne, ce qui me permettra de rebondir, comme on dit, sur un commentaire que tu as fait tout à l'heure à ce sujet. Le faible au fort. Alors, je ne suis pas sûr que j'aime beaucoup. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé cette expression parce que le faible n'est pas si faible que ça. Le fort, par définition, dans la logique du faible, c'est un agresseur. Enfin, et puis, on n'est pas si faible que ça parce que, justement, quand on a l'arme nucléaire, on n'est pas si faible que ça. Le faible, dans la logique des personnes que vous avez mentionnées tout à l'heure, il est obligé de cibler certains objectifs clés. C'est pour ça que pendant la guerre froide, pour les Britanniques et les Français, pouvoir pénétrer les défenses ABM de Moscou, c'était central, c'était même le sujet stratégique central. Parce que nous sommes, à l'époque, faibles vis-à-vis de l'Union soviétique, on doit se limiter à certains objectifs clés, donc la région de Moscou en fait partie, et donc là, il y a les intercepteurs, et donc, boum, on est obligé de, comme disait le délicieux Raymond Barre, quadrupler le nombre d'armes nucléaires de la France. Mais je dirais que ce qui m'inspire surtout dans votre question, c'est de dire qu'on peut dire qu'il y a un pouvoir égalisateur de l'atome, mais je ne vois pas en quoi on pourrait dire qu'il y a un pouvoir égalisateur de la défense antimissile. Voilà. C'est la grande différence entre les deux. Autrement dit, le faible au fort, ça ne joue pas vraiment, ça joue dans une relation stratégique de type France ou Grande-Bretagne versus Union soviétique, mais ça ne joue plus tellement dès lors qu'on considère les questions de défense antimissile. Et c'est là que le deuxième point qui est soulevé par votre collègue me semble intéressant, parce que je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'aurais pu ou dû le dire. Banaliser la défense antimissile, c'est considérer que c'est une extension de la défense aérienne, que ça fait partie de la défense antiaérienne élargie. C'est vrai, et c'est tout à fait
c'est tout à fait admissible, mais on est obligé de se poser la question de la relation à la dissuasion nucléaire dès lors qu'on fait face à une menace vitale, c'est-à-dire de type missile multiple doté d'armes nucléaires. Et si vous m'aviez posé la question, quel est le il ne faut jamais dire ça, c'est la deuxième chose qu'on ne doit jamais dire à un organisateur de conférence, mais ce n'est pas moi le sujet de la conférence s'est imposé à moi. J'allais dire que dès lors qu'on parle de défense antimissile et dissuasion, on fait de la défense antimissile un sujet stratégique majeur sur un pied d'égalité avec la dissuasion. C'est peut-être moi qui ai proposé en fait, mais parce que ça permet justement de tuer l'idée selon laquelle c'est forcément deux systèmes de défense stratégique qui sont conceptuellement, politiquement et militairement et opérationnellement de même valeur. Alors qu'une grande partie de mon exposé, vous aurez compris, consistait à démonter cette idée. Mais vous avez, je reprends votre point, vous avez raison de souligner, je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'aurais pu et j'aurais dû dire qu'on peut considérer que la défense antimissile balistique, c'est largement une extension de la défense antiaérienne. J'en arrive au point de Nicole. D'abord, je partage, et je le dis d'ailleurs souvent, contrairement à ce que certains de nos amis communs peuvent dire, je pense que la prolifération nucléaire est un problème qui est largement un problème réglé aujourd'hui, un problème qui n'est pas du tout le même qu'il y a 15 ans. Ça pourrait changer, mais en tout cas la situation d'aujourd'hui, grâce en grande partie aux efforts de la communauté internationale dans son ensemble, est un problème qui n'a pas du tout le même degré d'acuité aujourd'hui que c'était le cas dans les années, enfin surtout il y a une dizaine d'années. Mais tu mets le doigt sur une question très importante, parce que ça rejoint justement la diapositive. On a pensé faire un système de défense antimissile protégeant des missiles du Moyen-Orient et notamment iraniens, en particulier à cause du programme nucléaire iranien. Si on considère que l'accord de juillet 2015 règle la question au moins pour un certain temps du nucléaire iranien, cela veut dire que le système de défense de l'OTAN est un système qui ne sert plus que contre... Non, pas du tout, et je vais y venir. Pas du tout, et je vais y venir. Est un système qui ne sert plus que contre les missiles balistiques conventionnels iraniens. Est-ce que les pays de l'OTAN ont envie de dépenser autant ? C'est une vraie question. Et je crois qu'il pourrait devenir difficile si le maintien de l'accord nucléaire avec l'Iran, qui est un autre sujet de débat, était confirmé, donc ce qui n'est pas certain, la légitimité de la défense contre les missiles balistiques iraniens à longue portée ne va pas immédiatement de soi. Alors là, vous avez un débat qui consiste à dire « mais non, c'est inacceptable ». Vous avez ceux qui vont dire « non, c'est inacceptable de pouvoir être vulnérable à des missiles classiques conventionnels iraniens ». Dans ce cas-là, ma réponse, c'est celle de ma conclusion, c'est « êtes-vous prêt à payer autant contre cette menace hypothétique ?» On peut dire, à la limite, si c'est une menace potentiellement nucléaire, on comprend qu'on est prêt à dépenser beaucoup, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Bon, il se trouve que là, on est plutôt dans une phase d'incertitude sur l'avenir. Mais je voudrais revenir sur le point de Iran versus Russie, puisque tu es revenu toi-même à plusieurs reprises. Il y a la tyrannie de la géographie, il y a aussi la tyrannie de la physique. La vitesse d'un intercepteur versus la vitesse d'un missile, c'est des choses qui sont mesurables à cause des essais. La position d'un intercepteur, la position d'un lancement de missile, surtout si ce n'est pas un missile mobile, des choses qui sont mesurables à cause du renseignement. Et dire un système de défense de l'OTAN peut facilement servir contre la Russie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les Russes le savent. Il y a eu des dizaines de séances d'explications entre Russes et Américains sur ce que peut et ne peut pas faire la défense antimissile américaine ou otanienne, qui est en partie assise sur des choses très visibles, c'est-à-dire des essais qui se font dans l'atmosphère, et quand ça se fait dans l'atmosphère, on peut tout mesurer, la vitesse, les capacités, etc. Et donc, les Américains ont quand même eu beau jeu de dire, ben non, vous voyez bien que ça ne peut pas être dirigé contre vous. Ce à quoi les Russes, quand ils sont de bonne foi, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui arrive, disent, bon, alors d'accord, mais alors ce qui nous préoccupe,
Et ces questions, ce sont des questions majeures. Hein. Quand je dis la vitesse, trajectoire, etc., c'est des questions qui sont au cœur du débat. Est-ce qu'on peut se servir? On ne peut pas comme ça réorienter le système de l'OTAN, un système conçu pour l'Iran, ne peut pas être réorienté comme ça vers le système. Ce n'est pas vrai. C'est les lois de la physique. En revanche, il y a un autre débat qui s'ouvre à ce moment-là, et qui est beaucoup plus légitime, mais qui est sans fin. Autrement dit, l'argumentation russe, à ce moment-là, prend deux voies. Première voie, c'est « Ok, en admettant que vous ayez raison. » Ça veut dire que vous avez raison. En admettant que vous ayez raison. Qu'est-ce qui nous dit de ce que vous ferez dans 20 ans? Autrement dit, vous avez 10 intercepteurs à cet endroit-là, mais qu'est-ce qui ne nous dit pas que vous n'en aurez pas 1000 un peu partout? Et c'est là que le débat commence, puisque là, il y a un débat légitime sur la question de savoir s'il faut avoir des instruments de limitation pour l'avenir. Bon, j'appelle ça honnêtement de la paranoïa, mais bon, mais ce n'est pas un débat illégitime. Ce n'est pas un débat illégitime. Et l'autre voie que prend l'argumentation russe à ce moment-là, c'est de dire, bon, ces sites où vous allez mettre des intercepteurs, qui nous dit qu'ils ne pourraient pas être un jour remplacés par des missiles offensifs à la place? Voilà. On a envie de leur dire, alors là, les bras vous en tombent, parce que qui nous dit, moi, qui me dit de ce que va faire Poutine la semaine prochaine, hein? Les qui nous dit, on veut des garanties sur tout. Les Russes demandent des garanties sur tout, mais ne donnent rarement des garanties sur leurs propres actions futures, et lorsqu'ils en donnent, elles ne sont pas forcément valables. Non. Mais il n'empêche, ça n'est pas un débat illégitime. Autrement dit, je pense qu'il faut diviser la question en deux, et dire, ce n'est pas le sujet... il est faux de dire qu'on peut comme ça diriger ou réorienter un système conçu pour une menace, en l'espèce une menace qui est plutôt au sud-est vers une menace à l'est, de nature différente. En revanche, il y a un débat qu'on peut avoir sur effectivement l'avenir du contrôle des armements stratégiques et les responsabilités respectives des grands acteurs sur ce sujet. Si ma mémoire est bonne, ils avaient demandé de partager à un moment la défense antimissile. Oui, mais le problème, absolument. Troisième voie. Mais la troisième voie, le problème, c'est avant 2017, on pouvait dire facilement, le problème c'est que quand on est au centre, on disparaît, comme on disait en politique sous des quinquennats précédents, le problème c'est qu'on ne peut plus tout à fait dire ça. Mais la troisième voie n'existe pas parce que cette voie a été explorée et réexplorée et surexplorée. Le problème, c'est qu'elle est toujours arrivée à une impasse. L'impasse est la suivante, c'est que les Russes voulaient la clé et voulaient que les Américains ne puissent pas défendre le territoire des pays de l'OTAN sans qu'ils aient eux-mêmes la clé. Et ça s'appelle donner le contrôle à une puissance étrangère de ta souveraineté. Bien. Alors, c'est bientôt l'heure. Hein. Je vois Non, ça va. Donc, monsieur dit, je suis désolée, mais il est 20h. Mais alors moi, ça m'est égal, mais je crois qu'il faut respecter des règles. Je suis désolée, mais Luc, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un point sur ces discussions, négociations entre les États-Unis et la Russie principalement, et l'OTAN aussi. Moi, j'avais noté, au travers d'invitations qu'on avait lancées aux Russes à la conférence 3F, un certain nombre de réactions qui ont évolué dans le temps. En particulier une hostilité dans le cadre du déploiement du 3e site, à l'époque, avec le radar en République tchèque et puis le système d'intercepteurs en Pologne. Réaction qui a évolué après, lorsque le président Obama a relancé la vision du système de défense antimissile en Europe, en préconisant des systèmes mobiles, notamment navals. Il y a eu une réaction de curiosité russe à ce moment-là. Il y a eu un durcissement à nouveau lorsqu'a été envisagé le déploiement de systèmes terrestres, les fameux systèmes Aegis, parce que manifestement, ce qui n'était pas dit ouvertement, c'était la sensibilité russe au déploiement de systèmes stratégiques dans ce qu'ils appellent l'étranger proche. Voilà. Et ça fait partie du débat. Autre point aussi, la limitation de la portée des intercepteurs, et en restant dans la limite ça c'est un aspect technique, d'interception contre des missiles balistiques de portée 3000 km, qui était dans le champ des fameux systèmes de théâtre sur lesquels il y avait déjà une coopération entre l'OTAN et la Russie, aurait permis éventuellement d'éviter l'incursion dans l'espace aérien russe. Et ça aussi, c'était un facteur de sensibilité, parce que, évidemment, l'OTAN défendait, avec raison, la nécessité de défendre tous les territoires de l'OTAN contre un risque iranien. Et évidemment, ça menait potentiellement à des risques d'interception à la limite de l'espace aérien russe, ce qui créait aussi une réaction. Voilà.
Bien, moi, simplement pour vous dire, oui, je crois qu'on peut les remercier. Et puisque vous êtes passionnés par ces débats, donc vous viendrez tous nombreux la prochaine fois, donc lundi 26 mars, pour écouter Antoine Bouvier, président de MBDA, qui est, je crois, le plus gros industriel fabricant de missiles du monde ou d'Europe ? D'Europe. Et Philippe Herrera, qui est directeur général de la DGRIS, donc le centre de prospective stratégique du ministère de la Défense. Ce sera aussi la dernière séance de ce cycle de la chaire des grands enjeux stratégiques. Et bien évidemment, Louis Gauthier sera là pour la conclure. Donc merci et à lundi prochain.